Automne 1783. Le nouveau ballon à air chaud d'Étienne Montgolfier est prêt. Qui va oser monter à bord? Pilâtre de Rozier se porte candidat, mais Louis XVI, toujours en proie aux hésitations, est effrayé des périls de l'entreprise. L'idée, c'était que, pour la première fois, on devrait faire voler des criminels, juste au cas où. Mais certains, et spécialement Pilâtre de Rozier, se sont levés pour dire « Vous ne pouvez pas faire ça. L'honneur d'être le premier homme à quitter la Terre ne peut pas revenir à un criminel. » Après un mois d'atermoiement, Louis XVI consent à la demande de Pilâtre, mais à une condition. Il ne veut pas être associé à un éventuel échec de ce premier voyage aérien. Le vol devra donc se faire loin de Versailles. 20 novembre 1783. Quand Benjamin Franklin arrive au château de la Muette ce matin-là, il voit Pilâtre de Rozier et son copilote, le marquis d'Arlande, embarqués à bord de leur machine. Lentement, devant l'ensemble de la noblesse, le ballon quitte la terre. Lorsqu'il arriva au-dessus de nos têtes, nous pouvions voir le feu, qui avait atteint une taille considérable. J'eus alors beaucoup de peine pour ces hommes, et les pensais en danger, risquant d'être éjectés de la nacelle ou bien brûlés. Pilâtre et d'Arlande rechargent le foyer situé au milieu de la coursive, en y jetant régulièrement de la paille. La montgolfière prend de l'altitude et les spectateurs, ébahis, la voient filer au-dessus de la Seine avant de disparaître. Mais Franklin avait raison de s'alarmer. Quelques minutes après l'envol, des flamèches atteignent le bord inférieur du ballon et menacent de le brûler. Ils avaient des éponges au bout de longs bâtons, et en regardant à travers les petites ouvertures en face d'eux, ils tamponnaient les parties brûlées à l'intérieur du ballon. Les deux occupants ne maîtrisent pas vraiment la situation et décident d'atterrir en catastrophe. Qu'importe, ils ont réussi l'impensable. L'homme a désormais trouvé le chemin vers le ciel. Pour Étienne, la compétition est terminée. Pour son adversaire, Jacques Charles, ce vol n'a rien démontré. Pour lui, le ballon à air chaud des Montgolfiers est trop lourd, trop archaïque, et le vol que vient de réaliser Pilâtre est ridiculement court. Comment imposer la technique des ballons à hydrogène? Il va inventer, en quelques semaines seulement, un aérostat qui fait référence encore aujourd'hui parmi les amateurs de vol au long cours. Xavier Wemmel est un adepte des ballons à gaz. Il a construit le sien en s'inspirant du ballon de Charles. En termes de taille, les deux ballons, c'est assez similaire. Celui-ci fait 10,50 m de diamètre. Le ballon de Charles faisait à peu près 9 mètres. Donc on est dans le même ordre de grandeur. Le ballon de Charles et Robert avait un tissu très proche. C'est l'une des premières fois qu'on utilisait le caoutchouc parce qu'on avait besoin de quelque chose d'étanche et de quelque chose de souple. Là, t'es un peu près. Pour la rendre étanche, Charles a en effet enduit la légère toile de soie de son ballon avec le caoutchouc qu'on vient à peine de découvrir en Amérique du Sud. Il conçoit ensuite une soupape à ressort. Et ça s'ouvre de la façon suivante. Donc voilà, il y a la même chose de l'autre côté. Ouvrir la soupape permet de laisser échapper un peu de gaz et donc de rendre le ballon plus lourd. Et ainsi, le ballon va descendre naturellement. Tout se passe très bien. À tout à l'heure. Alors oui, je pense que Charles faisait exactement la même chose. Les règles de sécurité, c'est bien de vérifier que tout ce qui est cordage ne va pas s'en mêler. Enfin, Charles fait tisser un filet qui emprisonne l'enveloppe du ballon. Depuis cette époque, les techniques des ballons à gaz sont restées inchangées. À un détail près, les aéronautes d'aujourd'hui ont abandonné les méthodes de fabrication de l'hydrogène du XVIIIe siècle.
prendre devant de temps en temps. Allez. L'empereur. Lundi 1er décembre 1783. Seulement 10 jours après le vol de Pilâtre, la presse annonce le vol de Charles. Dans les jardins des Tuileries, on se bouscule, on grimpe sur les grilles, on escalade les murets. La cohue est indescriptible. La moitié de la population parisienne assiste à l'événement. Franklin est là, bien sûr, et participe à ce moment unique. C'était un vrai plaisir pour les yeux que de le voir s'élever progressivement au-dessus des bâtiments. Quel magnifique spectacle! Un autre témoin raconte « 200 000 hommes lèvent les bras au ciel. Les uns pleurent d'effroi pour les hardis physiciens. Les autres tombent à genoux, suffoqués de surprise, de terreur et d'attendrissement. » C'est toujours aussi fabuleux. Là, c'est plus fabuleux. C'est chaud. Chaud de chez chaud, attends. C'est chaud là. On est passé à 5 mètres des lucarnes. Charles, dans les 2 heures qui vont suivre, va entièrement découvrir comment piloter un ballon à gaz. Ça suffit de monter pour monter de quelques mètres. Pour descendre, je tire sur cette corde qui actionne la soupape. Et ça, c'est un système qui n'a donc pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle. Les performances du ballon de Charles sont étonnantes. Dès son premier vol, cette machine parcourt plus de 40 km. L'aérostat atterrit dans la prairie de Nesle, dans le nord de Paris. Robert, le passager de Charles, débarque, laissant l'inventeur repartir seul pour un court vol, à la conquête d'un nouveau record. Intrépide, Charles va atteindre, selon le baromètre installé à bord, l'incroyable altitude de 3000 mètres. 3000 mètres pour un premier essai dans un engin qui n'a jamais fonctionné, c'est assez remarquable et impressionnant. 5 vols en quelques mois seulement. Les ballons des Montgolfier et de Charles ont montré aux hommes le chemin du ciel. L'aventure de l'aérostation n'est pour autant pas entièrement terminée.